Notre passé est bien vivant. Il n'est pas seulement passé, mais bien toujours présent. Il nous oblige à l'humilité. Non seulement il refuse de passer, mais en plus, il n'en fait qu'à sa tête. Le passé surgit quand il veut, pas quand nous le voulons. Et il ne prévient pas avant de sonner à la porte du présent. Notre mémoire possède son rythme propre, sa logique interne. Elle réagit à des déclencheurs, des stimuli qui nous échappent pour l'essentiel. Nous aimerions parfois nous libérer d'un passé qui nous pèse, effacer des moments de gêne, nous débarrasser des regrets qui nous tourmentent. À l'inverse, nous souhaiterions éterniser nos moments de gloire, étirer ces instants de béatitude qui nous ont vus portés aux nues. Mais nos souvenirs ne se laissent pas faire. Nous voilà aux prises avec ce passé ingérable, avec la mémoire, cette chienne indocile. Comment alors être en paix avec une histoire qui n'a de cesse de nous mordre ? Voici un extrait du livre « Vivre avec son passé » de Charles Pépin. J'ai pensé à plusieurs de mes proches en lisant le livre, mais aussi aux personnes qui se sentent désarmées face à leurs souvenirs douloureux. J'ai pensé à celles et ceux qui font tout pour taire leur passé, à ceux et celles qui boivent pour oublier, qui s'épuisent au travail pour oublier, qui se divertissent pour oublier. Et parce que ce livre donne des pistes concrètes pour vivre avec son passé, parce qu'il donne de l'espoir aussi, je pense que le sujet mérite d'être largement partagé. C'est la raison pour laquelle je te partage aujourd'hui quelques extraits, ce que j'en retiens, et tout ça agrémenté de récits personnels. Bienvenue dans Sous le tapis, le podcast sans tabou sur la santé mentale. Que nous dit en substance le livre « Vivre avec son passé » ? Avec ses souvenirs joyeux et douloureux, notre passé est voué à surgir, à remonter à la surface du présent sans crier gare. Les événements, notamment traumatisants, façonnent notre regard sur le monde, ainsi que notre comportement. Alors face au poids du passé, on peut être tenté de penser que nous sommes impuissants et que nous n'avons pas le choix que de nous soumettre à la résignation. Mais l'auteur nous démontre le contraire. En convoquant autant les neurosciences que la philosophie, Charles Pépin nous explique que nous avons tous et toutes la capacité cognitive de remodeler nos souvenirs, de leur donner une signification nouvelle pour nous en libérer. Et pour nous le prouver, il commence par un tour d'horizon du fonctionnement de notre mémoire, dont voici un extrait. Notre mémoire épisodique est le recueil des souvenirs de notre vécu. Ces épisodes prêts à se rappeler à notre conscience pour nous réchauffer l'âme ou nous affliger d'un pincement au cœur, nous faire pousser des ailes ou nous filer le blues, ou simplement nous inviter à reparcourir notre chemin de vie. La mémoire épisodique est le siège de notre histoire. Et elle présente une caractéristique frappante. Elle est possiblement infinie. Nous savons aujourd'hui, notamment grâce aux travaux de Larry Squire et d'Eric Kandel, prix Nobel de physiologie et de médecine, que la conception passée de la mémoire comme espace de stockage limité est fausse. Notre mémoire épisodique ne connaît aucune limite. Chacun porte donc en soi le vaste océan des séquences de son passé, les souvenirs conscients ne constituant que la part émergée de l'iceberg de la mémoire épisodique. Nous oublions beaucoup moins que nous le croyons. S'il nous arrive parfois de refouler avec force des épisodes traumatisants, ce refouler est susceptible de retours brusques dans des circonstances particulières. Le passé
reste présent en nous, agit à sa manière dans notre cerveau, influence notre façon de penser, de percevoir le monde. Un souvenir, entre guillemets, oublié, n'est pas comme un mot effacé sur une page, ou une donnée perdue, écrasée, impossible à retrouver sur le disque dur d'un ordinateur. L'oubli ne signifie pas la disparition. Tous ces souvenirs oubliés sont là, en retrait. D'une manière ou d'une autre, ils persistent en nous. Leur persistance a 2 raisons principales, bien souvent liées. D'une part, leur utilité, parfois notre survie. D'autre part, la forte charge émotionnelle de l'expérience traversée. Nous gardons ainsi plus facilement en mémoire les émotions négatives. Souvent associées à la peur et donc à l'instinct de survie, elles déclenchent un réflexe de mémorisation hérité de milliers d'années d'évolution de notre espèce. Le craquement sec d'un morceau de bois qui nous met sur nos gardes. Un réflexe de fuite à la vue d'un prédateur. La reconnaissance instinctive d'un cri d'effroi. Nous avons appris à réagir instantanément aux indices d'un danger potentiel. Les émotions primitives, désagréables, fonctionnent comme un avertissement pour le cerveau qui a appris la nécessité d'enregistrer l'information liée pour notre préservation. Et ainsi, aujourd'hui encore, nos souvenirs douloureux, malheureux, s'ancrent en nous avec plus de force que les autres, résultat de ce fonctionnement fondamental de notre mémoire. Ce passage fait terriblement écho en moi. La séparation de mes parents quand j'étais bébé et les années de conflit qui ont suivi lorsque j'étais enfant puis adolescente font partie des souvenirs douloureux de mon passé. Et je sais aujourd'hui que dans mon corps est imprimé le souvenir du détachement de mon père pour ma mère et des conséquences émotionnelles douloureuses qu'un tel événement a eu sur la famille. Ces épisodes de vie ont façonné mon regard sur l'amour et le couple. Et à tel point que mon comportement dans les relations amoureuses a souvent été dicté par la peur du rejet. Et je l'admets, une grande méfiance à l'égard des sentiments. C'est comme si j'avais inconsciemment intégré la règle de vie selon laquelle aimer, m'attacher à quelqu'un, était prendre le risque d'être abandonné et d'en souffrir. Ce n'est qu'après plusieurs séances chez une psychologue que je prends conscience du poids du passé sur mon présent et que je décrypte enfin les manifestations de mon attachement anxieux dans la relation de couple. Par peur d'être quittée, j'ai développé une hypervigilance à l'égard de l'autre. Autrement dit, je suis en veille sur son état émotionnel, son comportement, ce qu'il dit et ne dit pas. Mon cerveau est comme une tour de contrôle dont les antennes hypersensibles sont là pour détecter le moindre signe qui pourrait m'avertir d'un danger, à savoir un détachement chez l'autre, prémisse d'un abandon. L'autre manifestation notable de mon anxiété amoureuse est ma propension à imaginer et à anticiper des scénarios de conflit et de rupture lorsque je me sens en insécurité dans la relation. Alors le problème, c'est que le sentiment d'insécurité est déclenché la plupart du temps par des événements anecdotiques. Un événement aussi anecdotique qu'un délai de réponse de mon amoureux inhabituellement long à l'un de mes textos, par exemple. À ce moment-là, ma réaction émotionnelle et cognitive prend des proportions énormes. Mon cerveau s'emballe. Pourquoi ne me répond-il pas rapidement, comme d'habitude ? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal ? Est-ce qu'il s'intéresse moins à moi, désormais ? Mon cerveau s'emballe. Je relis mon texto, décortique chaque mot à l'affût de l'erreur que j'aurais pu commettre et qui pourrait expliquer pourquoi il ne me répond pas. Mon cerveau s'emballe et le taux de cortisol, l'hormone du stress, monte en flèche. Ça y est, le mode alerte
est activé. Attention, danger. Et là, l'imagination prend le relais. Je pars alors dans une rumination mentale. Face à ce texto laissé trop longtemps sans réponse, je me mets à imaginer le pire, à me préparer à la plus douloureuse des issues, celle de l'abandon. Pourtant, il n'y a rien factuellement, dans le présent, qui justifie cette réaction de panique. En effet, mon mec ne vient pas de m'annoncer qu'il me quittait. Et puis, il n'y aurait pas de raison. C'est pas comme si entre nous c'était compliqué, pas du tout. Ce jour-là, j'apprendrai simplement que le délai de réponse plus long qu'à l'accoutumée n'est que le résultat d'une longue sieste que s'est octroyé mon amoureux en plein après-midi. Ce qui est plutôt ironique d'imaginer cette panique à bord quand, de l'autre côté du combiné, mon cher et tendre dort paisiblement dans les bras de Morphée. Alors, comment expliquer un tel décalage entre la réalité des faits et mes émotions débordantes? Dans le présent, il y a cette non-réponse à mon texto qui, d'une certaine manière, me rappelle des événements anxiogènes de mon passé. Et plus précisément, de ma petite enfance. Ce moment où, du jour au lendemain, mon père est parti. Ce moment où, du jour au lendemain, bébé, j'ai perdu une figure d'attachement très forte. Je n'ai plus eu cette sécurité émotionnelle qu'il y avait au sein du foyer. Mon corps et mon cerveau sont imprégnés de cet événement douloureux du passé et restent en état d'alerte au présent, pour m'éviter de nouvelles souffrances, pour m'indiquer une situation à fuir. Sauf que, si le mode alerte a été utile pour me prévenir enfant d'une situation insécurisante et m'a permis de trouver du réconfort, aujourd'hui, ce mode par défaut est dysfonctionnel, car il est activé à la moindre petite chose qui surgit dans mon quotidien amoureux. Tu t'en doutes, cela génère beaucoup de stress, et même pire, parce qu'il fait jaillir en moi la peur panique d'être quitté. J'en suis souvent venue à saboter mes relations au lieu d'en prendre soin. Heureusement, j'ai aujourd'hui pris conscience de tout ça. Et même si j'ai parfois encore des moments d'anxiété, je commence à ressentir les bienfaits de la thérapie. En effet, mon anxiété n'est plus seule en scène. Elle dialogue désormais avec ma rationalité. En gros, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? À chaque fois que mon anxiété arrive en trombe, ma rationalité lui barre la route et lui demande « D'où vient cette peur ? Qu'est-ce qui l'a déclenchée ? Cette peur est-elle alors justifiée et nécessaire ? Ou bien est-elle la simple résurgence de souvenirs traumatiques ? Et ce questionnement m'aide à prendre du recul, à distinguer la peur réelle de la peur irrationnelle. Si je te dis tout ça, c'est parce que je prends conscience que je ne suis pas prisonnière de mon passé. Et en vérité, personne ne l'est. C'est aussi ce qu'affirme l'auteur. Dans son livre, Charles Pépin nous explique que nous avons tous et toutes la capacité de changer le sens que nous donnons à nos souvenirs douloureux pour vivre avec et non plus les subir. Et cette capacité porte le nom de plasticité cérébrale. Voici un nouvel extrait. Notre mémoire est dynamique. Et notre cerveau, un organe en continuel mouvement et évolution. Il faut imaginer quelques 85 milliards de neurones et les milliards de synapses assurant leur interconnexion. Le souvenir est comme une sorte de pli ou de réseau. Lors de l'épisode vécu, notre cerveau a réagi en établissant un ensemble de connexions neuronales, telle une vague, animant notre matière grise et mettant en relation différentes régions de notre cerveau. Le réseau, le pli qui s'établit alors dans notre cerveau, modifie celui-ci et établit le schéma de base du souvenir. Ainsi, notre cerveau est transformé par notre vécu. Et nos souvenirs constituent en quelque sorte la carte de ce que nous devenons. Cette découverte fascinante en induit une autre, fondamentale.
il y a tout juste une trentaine d'années. Notre cerveau se définit par sa plasticité, c'est-à-dire sa capacité à évoluer sans cesse, tel un dense réseau rhizomique, en perpétuelle reconfiguration. À l'image de l'univers, jamais identique à lui-même, se refaçonnant constamment alors que des galaxies entières naissent et meurent, que des étoiles explosent en supernovas, que des nébuleuses s'effondrent en amas d'étoiles, notre cerveau, lui aussi, se modifie en permanence. Et nous pouvons toujours le transformer à nouveau. Nous pouvons remodeler ce qui a été formé. Nous avons beau avoir été affectés par une expérience négative, voire traumatique, nous verrons qu'aucun souvenir, aucun passé ne nous colle un destin dans la peau. La promesse de l'auteur est alléchante. Mais comment faire concrètement pour remodeler ce qui a été formé ? Comment faire pour que notre cerveau, face à une situation nouvelle, n'en prenne pas une énième fois le chemin de la peur ? Alors, je ne parle pas de cette peur rationnelle, nécessaire. Cette peur qui permet d'évaluer les risques d'une situation et nous pousse à trouver la solution la plus adaptée pour s'en sortir. Non, je parle de cette peur irrationnelle, disproportionnée, handicapante. Cette peur obsessionnelle qui nous fait croire qu'il y a danger alors que rien ne le prouve factuellement. Comment fait-on pour se libérer de cette peur-là ? L'auteur nous propose plusieurs pistes. Certaines sont individuelles, c'est-à-dire qu'elles sont le résultat d'un travail solitaire. D'autres sont d'ordre thérapeutique, auprès d'un professionnel en santé mentale. Personnellement, c'est le chapitre sur les différentes approches thérapeutiques qui m'a le plus interpellée. Car à mes yeux, c'est celui qui démontre le plus efficacement la capacité de notre cerveau à changer. Et il y a un passage en particulier que je trouve remarquable. C'est un extrait où l'auteur nous plonge dans le récit d'une séance chez une psychologue qui s'appelle Sophie Côté. La patiente dont il est question souffre de divers symptômes. Et si j'ai choisi ce passage, c'est parce qu'il donne non seulement un aperçu de ce à quoi peut ressembler une psychothérapie, et je dis bien ce à quoi peut ressembler car il y a plusieurs approches et méthodes thérapeutiques. Mais cet extrait est intéressant également parce qu'il permet de comprendre l'impact profond de cette thérapie sur l'esprit de la patiente. Voici l'extrait. Sophie Côté et Pierre Cousineau, deux spécialistes de la reconsolidation de la mémoire en France et au Québec, rapportent le cas d'une patiente souffrant de crise de panique, de boulimie et d'insomnie, ainsi que d'une faible estime d'elle-même. Autant de symptômes d'un perfectionnisme excessif dont la patiente n'a pas conscience. Pourtant, ces crises de panique, c'est-à-dire souffle court, douleur à la poitrine, transpiration excessive, tout ça survient toujours dans des moments de doute, quand elle a l'impression qu'elle ne va pas être capable de rendre un travail parfait ou de respecter les délais impartis. Paralysée par la peur, elle se montre alors contre-productive. Lors de la thérapie, la patiente doit décrire précisément ce qu'elle ressent lors de ces crises de panique. Elle doit s'astreindre à une observation détaillée des manifestations physiologiques de ce stress extrême, en s'efforçant de ne pas interpréter, mais de donner un état aussi précis que possible de ses sensations. La thérapeute l'invite alors à laisser ce ressenti s'associer à d'autres scènes, ayant provoqué des réactions similaires. Sophie Côté parvient ainsi à faire voyager sa patiente dans son passé. Les souvenirs lui reviennent. Enfant déjà, elle transpirait de la sorte et sentait son rythme cardiaque s'emballer lorsque son père, extrêmement autoritaire, lui criait dessus pour une note moyenne, une dictée imparfaite ou une leçon récitée avec quelques oublis. Ces épisodes de son passé sont douloureux, mais ce qui intéresse Sophie Côté se trouve ailleurs. Dans la règle de vie, reposant dans sa mémoire sémantique que sa patiente en a retirée. À la différence d'une ou d'un psychanalyste classique, elle demande à sa patiente d'identifier, de formuler, voire d'écrire cette règle de vie. En l'occurrence, la voici. Je me dois d'être toujours parfaite, irréprochable.
sinon je ne pourrais être ni estimé, ni aimé. La thérapie de la reconsolidation de la mémoire vise à briser la relation entre les épisodes vécus et la règle de vie inférée. À cette fin, la thérapeute place sa patiente face à des expériences contradictoires qui mettent en défaut ce principe établi, en révèlent l'erreur fondamentale ou, en tout cas, le caractère excessif. Dans ce cas, la patiente voue une sincère admiration à sa supérieure hiérarchique. Elle voit en elle un modèle d'efficacité et d'aisance et de charisme. Elle rapporte comment, alors même qu'elle a commis une erreur lors d'une présentation, personne n'a semblé la relever et lui en tenir rigueur. Tout le monde a continué à l'écouter attentivement. Une remarque sur laquelle la patiente passe rapidement. Sophie Côté lui propose cependant de confronter la description de cet événement particulier à sa règle de vie et conduit la jeune femme à constater la contradiction entre les objectifs exigeants à l'extrême qu'elle s'impose à elle-même et la réalité des failles dont fait preuve celle dont elle loue les mérites. Sa supérieure ne s'est-elle pas montrée d'autant plus charismatique qu'elle a assumé son erreur avec le sourire ? Sophie Côté a alors demandé à sa patiente de revenir sur une scène de son enfance, rapportée auparavant. Son père lui crie dessus parce qu'elle a écopé d'un mot dans son carnet de liaison. Elle a même peur de se prendre une gifle. Puis de relire la règle de vie qu'elle a notée sur une feuille. Cette règle, je me dois d'être toujours parfaite, sinon je ne pourrais être ni estimée ni aimée. Cette règle s'appliquait peut-être avec son père. Mais comme l'a prouvé l'expérience de juxtaposition avec l'anecdote de sa chef, elle est loin d'être valable pour toute situation. Il n'y a aucune raison d'en faire une règle générale et d'y adhérer aveuglément. Ce souvenir du père s'emportant pour une broutille, toujours aussi désagréable, va alors être reconsolidé, c'est-à-dire renvoyé dans la mémoire de long terme, mais dissocié de sa règle de vie trop rigide dans sa mémoire sémantique. Certaines thérapies permettent même d'aller plus loin en modifiant, voire en éradiquant le cas échéant, la dite règle de la mémoire sémantique. Les épisodes douloureux de notre passé cessent alors complètement d'entraver notre présent. Cette méthode thérapeutique n'est qu'un exemple parmi tous ceux qui sont décrits dans le livre, mais j'ai choisi ce passage en particulier pour 2 raisons. D'abord, cet extrait permet de comprendre les liens entre le corps et l'esprit, entre la pensée et les symptômes physiques. Dans le cas de cette patiente dont on vient d'écouter l'histoire, les répercussions physiques de la règle de vie qu'elle s'impose de manière inconsciente sont nombreuses et ont de fortes répercussions sur son bien-être. On parle quand même d'insomnie, de boulimie, de douleur à la poitrine. Le mal-être psychique est tel qu'il en devient physique. C'est le principe même des maladies psychosomatiques. Autrement dit, ne pas prendre soin de sa santé mentale, en étant dans le déni ou la fuite de ses émotions et états d'âme par exemple, entraîne nécessairement à plus ou moins long terme des symptômes physiques. L'autre raison pour laquelle j'ai choisi ce passage, sur cette patiente qui souffre de crise de panique, et qui permet de prendre vraiment conscience du poids de notre éducation, de notre enfance, sur nos réactions et notre comportement d'adulte, mais aussi de la part importante d'inconscient qui dicte nos choix et nos actions. C'est en parlant de ce qu'elle ressent dans son corps que la patiente, avec l'aide de la psychologue, tire le fil de ses souvenirs oubliés, les remontrances de son père, qui ont encore aujourd'hui une incidence forte sur son quotidien, son rapport au travail et aux autres. C'est encore avec l'aide de la thérapeute qu'elle déroule le fil du passé pour créer des liens entre son histoire et le présent, pour identifier les croyances héritées du passé qui l'handicapent, cette fameuse règle de vie dont il est question. Ce travail en séance lui permet de désacraliser cette règle de vie par un exercice de juxtaposition. Dans l'esprit de la patiente, les croyances limitantes perdent ainsi de leur valeur. Et un nouveau chapitre de vie peut
peut alors commencer. Sous le tapis est un podcast produit et animé par Margot Damin. À la guitare, mais aussi en accompagnement texte et voix, Adrien Cortoul. Ce podcast est coproduit par l'association artistique Les Philanthropes. À bientôt.